Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la société Oneo, qui est une société qui est cotée sur Euronext Paris et qui opère dans l'industrie du vin. Donc pour pouvoir vous évoquer cette société, je vous propose de vous partager une webconférence que j'avais faite à mes abonnés en date de janvier 2023. Et comme d'habitude, on va parler analyse fondamentale, c'est-à-dire qu'on va parler stratégie, on va parler positionnement par rapport aux marchés qui sont adressés. On regardera les concurrents, les parts de marché, les risques, les perspectives, et on regardera aussi la partie tour de table, notamment qu'il y a eu au niveau de la détention du capital dernièrement. Bon, voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors avant de commencer cette présentation, un petit disclaimer puisque je ne délivre pas de conseils en investissement financier. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est tout simplement du partage de mon point de vue et bien évidemment, je peux me tromper. Bah écoutez, je vous remercie de votre confiance, de votre présence. Donc je vais vous présenter la société Oneo. Donc ça, c'est une société que en fait je connais depuis vraiment longtemps parce qu'elle a été introduite sur le marché libre dans les années 90. Moi j'ai commencé la bourse dans les années, on va dire sérieusement à partir de 2000-2001. Voilà, et c'est une société qui a un parcours de bourse un peu, on va dire chahuté, qui a même failli couler en fait, et qui là est reparti sur de la croissance qui est plutôt forte. Et donc on va évoquer tout ça. Donc la société avant elle s'appelait Sabaté en fait, hein. Elle a fait une fusion avec Jozos, ce qui fait qu'il y a introduit en bourse Sabaté, après c'est appelé Sabaté Jozos, puis là elle a changé de nom au moment où on va dire ça allait un petit peu mieux pour s'appeler Oneo. Voilà. Donc je vais m'appuyer sur la présentation PDF que j'avais faite au cours de la newsletter du mois de janvier. Alors au niveau, je dirais, des conflits d'intérêts, donc moi je suis actionnaire de cette société depuis pas longtemps, depuis un mois et demi là à peu près. Et cette présentation elle est faite sans communication préalable à la société, puis j'ai aucun contrat particulier avec la boîte. Alors donc en fin de compte, ils font quoi cette société? Donc c'est une société française qui est basée vers Bordeaux et qui travaille dans le domaine du vin. Donc elle est le fruit de multiples rapprochements d'entreprises opérées dans les années 90, ce qui fait qu'elle a, j'irai dans son périmètre, en fait des sociétés qui ont des activités depuis plus de 100 ans, notamment tout ce qui est tonnellerie, puisqu'ils ont en fin de compte racheté des sociétés qui par exemple faisaient des tonneaux, comme Seguin Moreau. Donc ce qui fait que vous vous retrouvez avec une société qui a des activités qui sont, j'irai sur des niches, avec un savoir-faire spécifique très français, comme notamment le vin évidemment. Par contre, c'est pas une société qui a 150 ans, hein, d'accord? Voilà. Donc elle a deux types d'activités. La première activité, elle est ce qui s'appelle élevage. Donc là, ça réunit tout ce qui est solutions pour accompagner le vigneron. Donc là, ils sont vraiment sur la préparation de la fermentation. Donc on va dire, en gros, le cycle de vie du vin, c'est quoi? C'est il y a les vendanges qui se font alors dans l'hémisphère nord à peu près à l'automne. Donc on va dire septembre, octobre, novembre. Et donc derrière, après, le raisin, il va être pressé, il va être mis en cuve. Il va être vieilli en fût plus ou moins longtemps, puis après il va être mis en bouteille. Et en fin de compte, Oneo, ils interviennent à partir du moment où le vin il est mis en cuve, jusque, je dirais, le dernier acte, qui est le bouchage de la bouteille. Et donc en fin de compte, ils sont vraiment sur l'accompagnement du vigneron, avec l'œnologue qui est son appui technique, pour tout ce qui est, je dirais, technicité de l'élevage du vin. Donc c'est pour ça qu'ils participent à la préparation de la cinétique fermentaire, le pilotage de la micro-oxygénation du vin, et puis l'élevage du vin en fût ou en copeaux. Donc ce sont eux qui notamment ont inventé quelque chose qui a été, qui ont industrialisé quelque chose qui a été, je dirais, un petit peu, difficile à comprendre, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les métiers du vin sont des métiers très traditionnels, hein, évidemment. Donc c'est les Gaulois qui ont inventé les tonneaux, donc il y a 2000 ans. Donc quand vous êtes amené à proposer, comme là ils le font, par exemple pour ces histoires de copeaux, ils proposent de mettre du vin, en fin de compte, dans un contenant, donc par exemple dans une barrique, et puis de rajouter des copeaux dedans, de manière à ce que les copeaux trempent en fin de compte dans le vin, pour donner un petit goût de ceci ou un petit goût de cela. Alors vous voyez bien, quand on propose ce type de technologie, on s'affronte à c'est pas naturel, c'est pas du bon vin, ça marche pas, c'est de la triche, etc. Mais bon, ils ont maintenant cette activité qui prend plutôt pas mal, qui est une activité naissante qui est plutôt en croissance. Ok, parfait, ok. Donc voilà, tout ce qui est élevage, c'est donc tout ce qui est, j'irais, élevage du vivant avec la fermentation, et puis avec le processus de surveillance de tout ce qui est physico-chimique pendant, en fin de compte, j'irais, l'élevage du vin. Et là, ils tendent vers, ils disent qu'en fin de compte, la profession qui était très traditionnelle, très à l'ancienne, là, ça tend plutôt vers un processus d'élevage des vins qui est un peu comme l'agroalimentaire, où on peut avoir des capteurs sur tel endroit, pouvoir avoir un pilotage avec des synoptiques de telle chose, etc. L'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est de faire le plus possible de qualité et de tendre vers un zéro défaut qualité. Et tout le monde sait que le vin, on a toujours des défauts du vin qui a un goût de bouchon, ou qui est un peu acide, qui est trop amer, ou ceci, cela. Et donc, eux, ils participent à proposer des solutions pour éviter ces défauts-là. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est partie élevage. Après, ils ont une partie qui s'appelle bouchage, où là, en fin de compte, ils fabriquent des bouchons en liège avec des brevets. Et le bouchage, c'est le dernier acte en fait œnologique. Et ils ont une technologie qui a été brevetée
avec des produits qui s'appellent Diam, la gamme Diam, qui a mis beaucoup de temps à être acceptée, mais qui cartonne maintenant. Et donc, ils ont une technologie qui est à part, en fait. Avec les bouchons Diam, c'est 100% garanti, il n'y a plus de goût de bouchon. Donc, ça s'appelle la molécule, c'est la CTA. Ils ont un procédé, en fait, technologique, physique, qui fait que si vous bouchez correctement vos bouchons et vous prenez les bouchons qui s'appellent Diam, qui sont donc des bouchons en liège, avec un procédé spécifique pour les fabriquer, vous n'aurez pas de problème de bouchon, de goût de bouchon dans vos bouteilles. Donc, ça, c'est vraiment c'est une solution qui plaît énormément et de plus en plus, y compris dans des métiers qui sont très traditionnels où on a des phrases, c'est pas du vrai bouchon, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. Donc ça, c'est des phrases qu'effectivement qu'on peut avoir, puis même des croyances qu'on peut vraiment porter, quoi. Par contre, quand vous avez un vigneron qui fait des bouteilles, vers chez moi, il y a pas mal de côtes rôties, etc., avec des bouteilles à 50 balles, 100 balles, et puis que vous envoyez des caisses dans des restaurants, par exemple étoilés à Lyon, puis qu'on vous fait des reproches comme quoi il y avait un lot de bouteilles qui était bouchonné, à commencer à réfléchir sur comment on va éviter ce truc-là. Et donc, la gamme Diam permet de répondre à ça. Donc moi, je connais énormément de vignerons là vers chez moi. Je connais des vignerons qui sont passés au Diam en fait. Sachant que les bouchons Diam en fait cartonnent en termes de volume, en termes de technologie, c'est prouvé, ça marche. Et puis ça coûte pas cher en fait. Les bouchons, c'est quelques centimes, 20 centimes, 30 centimes, voilà, 40 centimes. Donc quand vous avez des bouteilles qui sont plutôt à 50 balles, enfin 50 euros, 100 euros et voire plus, enfin vous êtes... même si le bouchon, il est en plus, en termes de prix, c'est compétitif. Même si le bouchon Diam, il n'était pas si compétitif que ça, à partir du moment où ça pèse très très peu dans la bouteille, ben, vous pouvez franchir le cap, même si vous pouvez avoir des remarques comme quoi c'est pas les bouchons d'habitude, c'est pas des vrais bouchons, etc. Mais au moins vous avez la tranquillité. Le vigneron, il a la tranquillité d'avoir le risque de goût de bouchon qui tombe à zéro, quoi. Donc voilà. Et ce que fait Oneo, donc pour adresser l'élevage et le bouchage, en fait maintenant il vise en fin de compte la partie premium, les vins qui sont plutôt premium pour deux raisons qu'on verra tout à l'heure. Ouais, donc je réponds à la question. Donc en activité de bouchage, ils font que du Diam, aussi des bouchons classiques. Alors Valentin, ils font le Diam, alors voilà, plutôt orienté haut de gamme. Et ils font aussi les bouchons classiques, mais sachant qu'ils sont en train d'abandonner tout ce qui a faible valeur ajoutée. Ils sont en train d'abandonner en fait. Donc oui, ils font aussi des bouchons un peu moins... Enfin, ils font des bouchons non Diam, mais qui sont en train d'abandonner, puisque la pénétration des marchés du bouchon Diam est en train d'exploser en fait dans la partie bouchon classique. Donc ils sont en train d'abandonner les bouchons liège classiques pour partir sur du Diam, et ils sont en train même d'abandonner les vins, les clients qu'ils ont qui font pas des vins plutôt haut de gamme, parce que derrière, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un package en fait. Au-delà du bouchage, ils sont prêts à proposer des solutions, et les marges sont les plus fortes ici. Enfin, dans la partie... les marges sont fortes dans le bouchage actuellement, mais la partie naissante, dans l'accompagnement du vigneron, faire du service sur oxygénation, etc. Là, il y a une partie, je dirais, de marge qui est encore plus forte que la partie bouchage. Voilà. Donc pour être plus clair, la partie élevage, elle marge moins que la partie bouchage. Ça, c'est le process industriel du bouchage qui fait que le coût unitaire du bouchon est tombé super bas. Par contre, dans la partie élevage, ils sont en train de créer une partie service qui, si on éclate tout, service, élevage, bouchage, la partie service, c'est la partie qui marche beaucoup plus que le bouchage. Voilà. Ok, merci. Voilà. Donc Oneo, c'est une société qui est vraiment innovante. Vous voyez, si on compare avec TFF, donc les frères tonneliers, qui quelque part est des concurrents sur la partie tonnellerie, en fait Oneo, ils sont beaucoup plus sur des métiers disruptifs, notamment par exemple les bouchons Diam, notamment sur les copeaux, dans le vin. Là, ils sont en train d'intégrer des systèmes de suivi du process oxygénation comme on peut avoir dans l'agroalimentaire en fait, chez Nestlé, chez Coca-Cola, chez tout ça, ils suivent complètement le produit de A à Z. Donc ils sont en train de changer ça, les mentalités, et de proposer des solutions. Donc voilà, donc ils peuvent rentrer, je dirais, par le bouchage. Avec nous, 0 goût de bouchon garanti. Voilà. Et puis par contre, on peut vous aider sur ceci, cela. Voilà. Ils arrivent après pour les solutions. Donc Oneo s'adresse avant tout aux œnologues. Alors pourquoi est-ce qu'ils vont sur les œnologues? Parce qu'ils savent que, premièrement, les qualités techniques des produits Oneo sont bons. Les œnologues, ils vont goûter leurs produits qu'ils connaissent peut-être pas ou qu'ils ont entendu, etc. On va essayer de les convaincre. Et une fois que les œnologues sont convaincus, ça va tout seul. Parce qu'une fois que l'œnologue il a compris qu'il y a un peu d'argent à lâcher, mais derrière la qualité, le retour sur qualité, il est super fort, il est garanti. Voilà, ils y vont quoi. Voilà. Donc ils sont plutôt sur de l'innovation, contrairement à TFF qui est plus sur de la tradition. Voilà. Par contre, TFF c'est énormément plus gros. On parlait du brevet Diam qui est tombé. Ouais, le brevet, t'as raison, ouais, Fab. Donc les brevets, en fait, ils avaient des brevets. Enfin, ils en ont encore avec le CEA, en fait. Ça vient ils avaient des brevets avec le CEA. Certains sont tombés à partir de 2020. Donc, si vous allez dans les rapports financiers annuels, je rappelle que l'analyse fondamentale, c'est les rapports financiers, mais il n'y a pas que ça. Mais dans les rapports financiers, vous avez énormément de données et vous avez aussi le nombre de brevets en cours. Voilà. Donc, si vous faites un suivi du nombre de brevets avec les rapports financiers annuels depuis 2015 ou 2014, je crois, c'est sur leur site, peut-être même 2011. Enfin, vous avez facile plus de 5 ans Vous voyez que le nombre de brevets baisse. Par contre, ce qu'ils font, c'est que vu que les parts de marché sont fortes sur les bouchons, une fois que les gens sont conquis, enfin, il n'y a plus besoin de brevets, quoi. Enfin, voilà, après, ils peuvent toujours être imités, mais mais oui, c'est une bonne question. Ouais. Les brevets sont en train de tomber, quoi. Ils ont réussi, je dirais, à switcher parts de marché fortes.
contre des brevets qui tombent au bon moment, quoi. Il faudrait pas que les brevets tombent alors que les parts de marché sont rikiki, quoi. Là, c'est pas le cas. Voilà, vous n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous envoyez par le chat, il n'y a pas de souci. Alors voilà, donc quelques chiffres. Chiffre d'affaires, 326 millions, plus de 1000 employés, longue expertise supérieure à 100 ans sur certaines activités. Sur certaines activités dont je rappelle, hein, la boîte, elle n'a pas 100 ans. Hein, c'est pas comme des boîtes qui ont 100 ans. Les boîtes que je dis, là, les SMC, Steph, tout ça, ils ont 100 ans. Là, c'est pas une boîte qui a 100 ans. Par contre, par exemple, la tonnellerie, chez Seguin Moreau, ça a plus de 100 ans. Voilà. Donc ils ont quand même gardé les gens, forcément. Hein, et l'expertise, en fait, elle est quand même là, quoi, hein. 2,7 milliards de bouchons vendus en une année. C'est incroyable quand même. 2,7 milliards de bouchons, hein, vendus. Voilà, plus de 10 000 clients. Donc ce qui fait qu'en fait, c'est assez atomisé. Ce qui est normal parce que les clients, ça reste des petits clients. Il n'existe pas énormément de gros leaders mondiaux dans le vin en termes de quantité et de qualité. Hein, ceux qui font de la qualité, ils ont des petites quantités. Après, vous pouvez vous retrouver avec des maisons et des holdings, ou même des maisons familiales comme, évidemment, chez les François Pinault, dans la famille Pinault, ils ont le Château Grillé qui est vers chez moi. Vous avez Bernard Arnault qui a le Cheval Blanc, etc. Mais forcément, c'est pas Coca-Cola, quoi. Ils sont pas sur du scalable avec des millions de bouteilles à vendre, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que le nombre de clients est complètement éclaté. Parce que chaque production, même quand c'est du haut de gamme, ça reste des petites quantités, entre guillemets, en termes de marché mondial, du nombre de bouteilles dans le monde, quoi. Voilà. Plus de 80 pays sont adressés. Donc ils exportent bien. Voilà. Puis donc là, on a des slides, en fait, qu'ils ont donné lorsqu'ils ont fait la SFAF. Donc moi, je les ai vus en visio au mois de décembre. Au mois de décembre, on m'a passé la conférence de SFAF du mois de décembre et donc ils donnent un certain nombre de slides donc je reproduis ici. Donc on voit que la partie élevage a fait qu'à peu près un tiers du CA. Et la partie bouchon, en fait, on verra les courbes, ça a explosé en fait les bouchons. Donc 70% du chiffre d'affaires, il se fait par les bouchons. Ouais, Georges, on les aura, les zones géographiques, on les aura après dans les slides suivants. Donc Oneo, c'est le seul acteur en fait qui a un positionnement transversal où il propose à la fois l'élevage et le bouchage. Et comme je vous l'ai dit, ça permet d'apporter des solutions globales. Ici, quelque part, l'œil de Moscou qui est chez le vigneron, c'est l'œnologue. Une fois que vous l'avez conquis, il va dire non mais leur solution de bouchage, c'est pas mal. Et la partie élevage qu'il propose, moi ça m'intéresse, faudrait qu'on y aille. Donc crac, ça leur permet d'avoir, j'irai derrière, vendre du plus. Donc ils ont un positionnement transversal, ils sont les seuls à avoir ça. Hein. Partie élevage et bouchage. Voilà. Donc ce positionnement, il permet donc de pouvoir placer des solutions globales aux vignerons. Ils peuvent vous dire, nous on s'occupe de tout, depuis la fermentation jusqu'au bouchage, et de pouvoir garder le client une fois qu'il est conquis par le zéro bouchon, hein, sur zéro goût de bouchon grâce au diam. Forcément, il va se dire, peut-être intéressant d'aller vers les barriques qui font, voilà, et de pouvoir derrière proposer des solutions innovantes. Voilà, donc on voit ici le positionnement premium. Alors ici, on a les sources mondiales de production de vin. Donc on voit qu'en gros, le vin, c'est pas de la croissance. La production mondiale de vin, elle est grosso modo la même, quoi. Ok, voilà. Consommation mondiale de vin, c'est pareil, c'est à peu près la même. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que la partie premium du vin, elle monte depuis 2001. Donc autrement dit, les gens boivent à peu près pareil. Par contre, en qualité, ils boivent mieux. En qualité, quoi. Donc, voilà. Donc on va dire que la moyenne des vins, c'est à peu près, c'est flat. Par contre, en volume sur 20 ans, ça a presque doublé, quoi. Plus 80% pour les vins dits premium, quoi. Voilà. Donc on retrouve dans nos pays, genre... la France, puis par exemple l'Europe. Hein. Donc le positionnement premium, hein, ils ont un objectif clair, ils veulent être les leaders dans les solutions et les services innovantes pour répondre aux challenges des vignerons, donc devenir premium, monter en gamme en vin. Et puis côté environnement, il y a aussi tout l'impact évidemment qu'on a là sur les critères ESG, CO2, etc. Donc ils ont tout un speech là-dessus, notamment sur la filière bois. On y reviendra tout à l'heure. Donc ils ont un positionnement qui est affirmé, qui est central chez les clients, et l'interlocuteur, c'est le directeur technique, vous avez compris, c'est l'œnologue, il rentre par là, hein, forcément. Il ne faut pas rentrer par la branche service achat ou commercial. Il rentre vraiment par l'aspect technique, parce que c'est quand même les vignerons, c'est quand même c'est des métiers super techniques, quoi, hein. Donc forcément, il faut arriver avec des solutions techniques. Donc ce qu'il faut, c'est avoir le bon interlocuteur côté service achat des vignerons, et là, c'est l'œnologue. Donc voilà. Donc bon, je ne reviens pas sur le nombre de collaborateurs, etc. Voilà. Donc là, c'est la partie produit, la partie segmentation des produits qu'ils proposent. Donc la partie élevage, ils ont la partie fût, hein, avec Seguin Moreau qui a plus de 100 ans, 150 ans d'existence. Donc voilà, donc ils font 75 000 fûts par an, donc c'est très très loin de Tonnellerie Frères, hein, les TFF, hein, puisque TFF sont plutôt sur 500 000, 500, 600 000 fûts par an, donc rien à voir. Après, les frères tonneliers, ils font aussi, pas que du vin, hein, ils font du bourbon, etc. Mais bon, c'est pour vous dire qu'en termes de cours d'expérience, eux, ils font beaucoup moins de fûts que d'autres concurrents. Et puis donc ils ont aussi une participation minoritaire, je crois qu'ils ont que 50-51% là dans le millier. Après ils font aussi des fûts un petit peu plus grands, comme on peut avoir ici. Voilà. Puis après ils font, alors la partie, je dirais œnologique, là ils proposent en fin de compte la partie boisée, ça c'est la partie copeaux. Hein, si vous voulez aller voir un petit peu plus loin, notez le site là, c'est Boisé France.
vous tapez là dans le moteur de recherche Boisé France et vous avez accès à la partie qu'eux ils proposent, qui est la partie Boisé France, où ça s'adresse aux vignerons. Et là, c'est la partie copeaux hein, qui trempe dans le vin. Et vous allez voir, en fait, ils sont vraiment sur la partie très, je dirais, haut de gamme, avec la partie ingrédients, en fait. C'est un peu comme un ingrédient, en fait. Enfin, toute proportion gardée, c'est un peu le Robertet du vin, au sens où ils sont capables de dire, nous, telle senteur, telle caractéristique de votre vin, on peut vous l'apporter, moyennant telle technologie dans le bois. Donc, en fait, vous allez sur leur site, Boisé France, et vous pouvez composer notes de cuir, boisé, groseille, enfin voilà, et vous pouvez plus ou moins, puis eux, ils vous apportent les solutions, quoi. Donc c'est... Enfin oui, c'est très innovant, quoi, bien sûr. Alors je peux comprendre, évidemment, il y a des vignerons qui disent non, mais c'est pas comme ça qu'on fait du vin. Voilà, c'est assez disruptif, hein, c'est l'innovation, là. Œnologie de précision, donc gestion de la vigne, vinification, pilotage. Bon, toujours pareil, c'est du service, hein, donc voilà. Puis là, on arrive sur la success story. C'est ça qui fait que la boîte a la... C'est ça qui fait, par exemple, que le cours de bourse, il était en dessous de 1 euro vers les années 2007, je crois, dans ces eaux-là, vers 1 euro. Et puis que ça a énormément dilué, il y a eu plus de 50%, plus de 40% d'actions créées, mais pour autant le cours de bourse il est passé donc de 1 euro à la valeur là de 14 euros. Quoi. Le truc a fait x14. C'est à cause de ça en fait. C'est les volumes du bouchon, enfin de la gamme Diam, qui a explosé. Voilà. Donc ils étaient là ils étaient quelque chose à 1% de part de marché du bouchon Liège, là ils sont passés à 13. Voilà. Donc la gamme Diam propose une variété de bouchons. Voilà. Alors quand vous allez ouvrir des bouteilles, vous verrez, c'est des bouchons qui sont particuliers, ils sont beaucoup plus compacts en fait que les bouchons Liège. Ça ressemble presque à du... C'est presque pas du bouchon en fait. Vous allez regarder, il est très compact, vous n'arrivez pas à les friter. Voilà, et ben, sachez que c'est du Diam. Voilà. Donc vous allez en rencontrer, si vous buvez du vin, vous en rencontrerez forcément. Alors ça c'est hyper important, je trouve. C'est les parts de marché. Hein, rappelez-vous, j'arrête pas de le dire, dans la stratégie, la part de marché ça a de la valeur. Quelque part ça arrive dans les comptes. Quand vous grossissez en part de marché, ça déboule dans les comptes. Voilà. Donc là, regardez ce qui se passe en 2006. Vous avez ici la partie bouchage qui faisait à peu près 14 milliards. En 2020, la partie bouchage Liège fait plus que 12 milliards, donc on est sur un marché qui est en décroissance en termes de chiffres et de volume. Par contre, la part de marché de Diam, elle est passée de 1% à 13%. Voilà. Donc dans un marché en déclin, puisqu'ils sont sur du Liège, contrairement à des bouchons qui existent, qui sont des bouchons à vis, donc dans un marché qui est en déclin, ils ont conquis des parts de marché. C'est dire en fin de compte la force relative en termes de capacité à capter en fin de compte l'adressage du marché. Donc, dans un marché en déclin, on peut faire énormément d'argent. Donc ça, c'est expliqué aussi par Peter Lynch. Vous n'avez pas besoin d'avoir des marchés en croissance pour avoir des vainqueurs en fait. Là vous avez une société qui a réussi à être un des gagnants du bouchon, en disruptant un peu le bouchon classique, dans un marché en décroissance. Donc ils sont passés de 1% à 13% de part de marché. Voilà. Donc là c'est énorme en fait. Hein. Voilà. Donc les volumes ils ont été multipliés par 16. Nombre de volumes vendus de bouchons Diam multiplié par 16. Ouais, bien sûr, on regardera les comptes, c'est les comptes en fait qu'on fait ça. Stéphane il me pose une question, sais-tu ce qui s'est passé en 2000 pour avoir une hausse de 4,55 à 31? Ah oui, lors de l'introduction en bourse, c'est que ça a délivré. C'est quoi? On y reviendra sur la partie bourse. Voilà, on y reviendra. À l'époque, c'était ça battait tout court. Donc voilà les implantations géographiques pour Georges qui avait posé cette question. Donc les implantations qu'ils ont. Donc en fait ici vous avez les usines. Donc Diam, ils ont 3 usines Diam. Donc ils en ont en France, ici. Ils en ont une ici, ils en ont une ici, et ils en ont aussi la partie ici, c'est ici qu'il y a du liège en fait, il y a énormément de chênes liège, ici dans cette partie du monde. Ici c'est un peu le réservoir des chênes liège, ils sont là. Donc c'est ici, donc le liège en fait c'est un ingrédient naturel qui met du temps, je crois que c'est tous les 7 ans en fin de compte que le chêne il pousse, donc son écorce c'est du liège, quelque part on le dépoile, donc on le déshabille, on lui retire le liège, puis après il faut que ça repousse, donc ça met 7 ans, donc on est sur du temps long quoi. C'est pas la matière première qui pousse tous les ans, là, contrairement à du vin par exemple. Donc voilà, donc il faut aller à l'endroit où il y a du chêne liège, ça pousse pas partout. Donc il y en a énormément ici. Donc voilà, les usines Diam qu'ils ont. Ils ont des usines qui sont pareil aussi. Si vous prenez des notes, cherchez usine Diam au Néo et vous aurez, ils font des vidéos où ils expliquent leur procédé, comment est-ce qu'ils font, comment ils amènent le liège, comment ils le transforment en granulé, comment ils le compressent. Et c'est un vrai process industriel et forcément ils en fabriquent mais des centaines de millions par an quoi. Et donc le prix unitaire il dégringole avec la courbe d'expérience et donc ils peuvent vendre ça avec des marges de folie quoi. Donc moi j'ai un ami qui est vigneron, il m'a dit qu'il les achetait pour 25 centimes, 30 centimes le bouchon. Ok. Et le prix de revient il doit être, enfin tout rikiki on doit être sur quelques centimes, donc ils font des fois beaucoup. Et vu derrière vous avez des grosses marges unitaires qui sont peut-être à, enfin je les connais pas mais qui sont peut-être à x3, x4, peut-être que leur prix de revient c'est 5 centimes, ils le vendent 20. Et puis qu'ils ont des volumes qui sont énormes, les profits explosent quoi. Donc voilà. Portugal, ouais, exactement, c'est un des concurrents. Le leader, donc ils sont pas numéro 1, ils sont numéro 2, hein, Diam. Le numéro 1, il est plus sur le bouchon liège traditionnel, et donc il est quelque part en train de faire face à une concurrence, un petit qui est arrivé,
donc qui s'appelle Oneo avec Jam, qui est en train de lui piquer toutes ses parts de marché des bouchons de liège traditionnels. Voilà. 70% du chiffre d'affaires se fait à l'étranger. Donc ça, c'est typique des sociétés françaises. Des fois, vous entendez des gens, j'en profite pour passer un message. Ouais, investir en Europe et tout, c'est pas terrible parce qu'on profite pas de la croissance mondiale. Ouais, ok, mais voilà, vous avez des boîtes qui sont en Europe mais qui profitent de la croissance mondiale parce que le chiffre d'affaires, il se fait énormément à l'étranger. Donc là, c'est la partie qui se voit ici. 70% du chiffre d'affaires, il est à l'étranger. Donc ils sont implantés dans des pays, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie, ici. Et les devises, ils sont très peu exposés à l'effet dollar, donc ça c'est plutôt bien quand même. Ils facturent tout en euros. Alors pourquoi ils peuvent faire ça? Parce que ça c'est quelque part du pricing power en devises. C'est que les Français, évidemment, on est légitime pour vendre du savoir-faire dans le vin. Hein, voilà. Il y a quelques segments de marché comme ça où la France peut être leader. Tout ce qui est luxe, ou la gastronomie française. Vous voyez, vous pouvez avoir des boulangers français qui s'installent à New York puis qui vendent des baguettes, une folie. Vous voyez, genre 15 $ la baguette, ils font des grosses marges, parce que c'est la French baguette, quoi. C'est la baguette qui vient de Paris, machin, recette traditionnelle. Voilà. Donc là, dans le vin, c'est pareil, quoi. Ils peuvent vendre, donc ils vendent tout en euros, les contrats, c'est tout en euros. Voilà. Ils ont un petit peu d'exposition dollar, mais qui pèse rien. Donc, conclusion, le yo-yo du dollar, là, qui perd 30% ou qui monte dans l'autre sens, ils sont pas concernés. Donc, ce qui est, évidemment, ce qui est plutôt bien, quoi. Voilà pour l'histoire du groupe. Alors, le groupe, il a donc été créé. Il a été introduit en bourse ici, là, et ça a été, le groupe, il a vraiment fusionné avec Diozos, la Sabate Diozos, puis ils ont racheté toutes les entités anciennes, en fait. Vous voyez, Seguin Moreau 1830. Donc là, en ce moment, il y a toujours Seguin Moreau qui travaille pour Oneo, avec un savoir-faire qu'ils ont dans leur savoir-faire. Alors forcément, les employés, c'est plus les mêmes, mais dans le savoir-faire de la société, etc., ils ont toute l'expérience, en fait, de la fabrication des tonneaux qu'ils peuvent avoir depuis 1830. Et c'est surtout qu'évidemment, en image de marque, pouvez-vous dire, nous, on fait des tonneaux depuis plus de 150 ans, on a un savoir-faire mondialement reconnu, etc. Et là, vous avez pricing power pour mettre vos prix un peu plus péchus par rapport à quelqu'un qui est pas de France et qui fait des tonneaux et qui est là depuis 40 ans. Voilà, par exemple. Bon, vous voyez là l'histoire. Alors, la famille qui détient ça, c'est la famille Dubreuil. Hein, si vous cherchez aussi sur Internet, ils font du vin aussi. Donc, la famille Dubreuil, là, vous avez le président du conseil d'administration, qui est un descendant de la famille. Donc, avant, il était directeur général et ça a changé là en 2020. Ils ont mis Dominique Tournex, qui n'est pas de la famille, mais qui était avant directeur de Diam. En fait, la partie Diam qui a explosé. Donc là, il est passé DG. Et la famille, elle est... Donc là, on coche la case entreprise familiale. En opérationnel ou en conseil d'administration, vous avez la famille qui est là. Donc stratégie, machin, opérationnel, ils surveillent, ils décident. Et puis, contrôle du capital, c'est eux aussi. On ira voir après tout à l'heure. Voilà. Donc vous avez bien là les marqueurs qu'on a dans un des bouquins que je recommande là, de Chris Meyer qui s'appelle les 100 Baggers, les sociétés qu'on fait x100, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Hein. Souvent, il y a ça, quoi, en fait. La direction et le majoritaire, au capital, c'est le même et c'est une entreprise familiale. Voilà. Ils sont alignés, ils ont le patrimoine qui est dedans, quoi. Alors, dans le contrôle du capital, il s'est passé des histoires parce qu'en 2013, la famille Dubreuil a lancé une OPA à 3,20 € sur les titres Néo pour faire une sortie de cote, ce qui s'appelle une offre publique de retrait obligatoire. Ça n'a pas marché. En 2020, ils ont refait une deuxième OPA toujours pour relancer une sortie de cote. Alors, vu que là, depuis, entre 2013 et 2020, il y a la partie Diam qui a explosé, forcément, la valorisation boursière elle n'était plus la même, on était à 13,50 €. Ça n'a pas marché non plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a même un fonds qui est rentré, qui s'appelle Polygon, en fait, qui est un fonds UK, là, anglo-saxon, qui a pris en fin de compte 13% du capital et qui a dit moi je n'apporterai pas et je bloque donc de facto l'offre publique de retrait parce qu'il faut plus de 90% en fin de compte pour faire l'offre publique de retrait. Donc la famille, elle se retrouve coincée avec ce qu'ils ont mis dans leur note OPA, c'est on veut quitter la bourse, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de la bourse pour lever des capitaux, on veut repasser dans l'ombre parce qu'en termes d'informations un peu confidentielles, avec les obligations réglementaires, on est obligé de communiquer, de publier, et nous, ça ne nous intéresse plus de devoir nous exposer au regard des concurrents. Évidemment que leurs concurrents au Portugal, qui fait du bouchon-liège, ils regardent les comptes, évidemment, qu'ils regardent les comptes de cette boîte-là, vu qu'elle publie ses comptes et qu'elle les fait tous les semestres. Donc évidemment qu'ils regardent. Donc effectivement, si vous passez en non-côté, vous n'êtes plus obligé de publier avec plein de normes, IFRS et compagnie, et vous pouvez repasser dans l'ombre. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que 2013, on veut quitter la bourse parce que concurrence, tout ça, on veut rester discret, ça n'a pas marché. 2020, ils leur ont dit pareil, ça n'a encore pas marché. Donc on peut penser que la volonté de quitter la bourse, quelque part, elle est toujours là. Par contre, faut voir avec Polygon. Hein. Selon toi, quel est l'objectif du fonds négocié ? Ouais, exactement. Ouais, Mathieu, exactement, Mathieu. Je pense que c'est ça. Puisqu'on est là sur le capital, là on est vraiment sur ce que je dis souvent hein, pour ceux qui ont vu mes vidéos sur la partie stratégie, management, intégrité, exécution. Là on est sur contrôle du capital, donc stratégie capitalistique tout en haut, avant les comptes, au-dessus des comptes. Je pense que même le gros coupon qu'il y a eu, parce qu'il y a un coupon qui a été sorti au mois d'octobre de 0,6 € par titre. D'habitude c'est 0,2. D'accord ? Moi, je pense que ça a dû être vu avec eux. Voilà. Ils ont dû dire... Alors, c'est moi qui suppute ça, j'ai aucune preuve. Hein. Par contre, c'est mon expérience qui fait que quand il y a des fonds comme ça, peut-être pour calmer, négocier avec eux un prix de sortie pour plus tard,
Voilà, on va leur dire, écoutez, ok, on vous verse un bon coupon, comme ça derrière, on pourra mieux négocier. Alors, voilà. Bon, alors il y a des bruits de couloir, hein, comme quoi 18 euros, ça serait pas assez pour le fonds Polygon, bref. Voilà. Toujours est-il que là, on se retrouve avec quelque chose qui est assez bizarre, c'est qu'un fonds qui les a embêtés beaucoup il y a 2 ans, et puis le dividende, il a été multiplié par 3. Ils sont passés de 0,2 à 0,6 au mois d'octobre 2022, et forcément Polygon va en récupérer un bout. Alors donner un gros coupon à quelqu'un qui vous a embêté il y a 2 ans, ça peut paraître bizarre. Alors voilà, l'extrait de cette conférence est maintenant terminé. Donc si vous avez aimé et que vous voulez avoir l'intégralité de cette web conférence, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la barre de description. Donc vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre mail et vous recevrez automatiquement l'intégralité de cette web conférence. Et vous serez par là même abonné à ma newsletter dans laquelle je publie tous les mois des présentations de sociétés, comme là c'était le cas pour Oneo, ainsi que tous les trucs et astuces que je publie régulièrement au travers de cette newsletter. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et je vous dis donc à bientôt. Ciao.